Une porte, là, on voit une porte, c'était quoi alors, cette fameuse porte-là? Ben, cette porte, c'est simplement pour donner accès. Il y avait les poids de l'horloge mécanique de l'époque, qui est d'ailleurs le mécanisme a été répertorié et enregistré au truc des monuments, parce que c'était un mécanisme donc d'époque, et il y avait les poids qui descendaient dans cette tour. Ça servait à ça, entre autres, Ouais, et de débarras. Parce que là, à l'origine, ça devait être un renfort qui tenait le mur, un mur clocher. Il devait savoir certainement un renfort qui le maintenait. Mais après, bon, ils en ont mis un second à côté, ils ont comblé, ils en ont fait une tour. Et s'il y a quelque chose de remarquable, c'est qu'il y a 4 cloches. Alors actuellement, il y en a 2 qui fonctionnent. La petite complètement en haut du clocheton, c'est une cloche qui vient du Luquet. C'était la sortie du village, une zone, ça s'appelait le Luquet. Il y avait une chapelle. Et cette chapelle, il y avait une cloche. Cette chapelle a été rasée. La cloche a été récupérée et elle sert à sonner les heures, complètement en haut. Et entre autres les heures, mais elle sonne aussi, elle fait le pendant avec une horloge, une cloche beaucoup plus grosse, qui sonne beaucoup plus grave. À l'intérieur du clocher, vous avez 3 autres cloches. Il y en a une qui est remarquable. Elle a été fondue en l'an 2 de la République. Alors qu'à l'époque, ils prenaient les cloches pour faire des canons. Et là, c'est tout l'inverse. Je sais pas comment ils étaient débrouillés pour trouver les produits. Mais bon, c'est rare. C'est pas moi qui le dis, c'est un responsable de la DRAC là, qui était venu, qui m'a dit, c'est assez rare parce qu'en général, c'était plutôt l'inverse. Ils piquaient les cloches pour en faire des canons. Bon, fondu en l'an 2 de la République, là. Et les 2 autres sont beaucoup plus récentes, quoique, Second Empire, un truc comme ça, et elles sont fendues. Ouais, donc, on ne peut pas s'en servir. Et alors, celle-là, la grave et la petite claire en haut, elles sonnent les messes, elles sonnent l'Angélus, elles sonnent... Voilà. Alors, cette église, vous voyez cette peinture-là? Ouais. Déjà, moi, au début, on voyait, il y avait 2 anges au bout, là. Ouais. Il y a 2 anges. Il y en a un qui a presque entièrement disparu, là, déjà. Moi, à mon époque, on a refait le toit et on a commencé les demandes pour les enduits. Et c'est l'équipe qui m'a suivi, Lionel Dupont, qui a achevé les enduits extérieurs. Et là, maintenant, il nous reste l'intérieur. Voilà les 4 tableaux que je vous disais. Ouais. Alors, c'est des tableaux, des copies de maîtres. On a identifié, on a trouvé les origines, les copies. Alors, moi, j'ai vérifié sur Internet, je suis allé, j'ai vérifié l'origine de ces tableaux. C'est des copies collées. Ouais, d'accord. Moi, je me demande comment ils faisaient à l'époque. Vous voyez que le baldaquin est surdimensionné par rapport à l'église ici. Ouais. Donc, ça vous donne une idée de la grandeur de l'église qui devait être là-bas. Alors, ce que je sais sur ce tabernacle, c'est le frère Mathieu de l'abbaye de Tournaille, un spécialiste, il a écrit des bouquins très connus sur le baroque pyrénéen, et en particulier sur Aurignac. Donc là, c'est lui qui m'a dit, voilà, ça se lit à droite. Donc, comme c'était à vocation mariale là-bas, c'est la vie de Marie, là, vous avez les trucs de la vie de Marie. Vous avez l'Annonciation, avec Gabriel. Là, Saint-Paul. Il manque son registre, ses épîtres. Il manque ça. Et il manque l'épée qui lui a tranché la tête. Ouais, d'accord. Là, vous savez, vraiment le tabernacle. Alors, on va laisser ça après. Là, vous avez l'endroit où on mettait les hosties avant. Oui, d'accord. Ouais. Les hosties qui étaient consacrées, mais non utilisées. On les mettait là-dedans. Parce qu'à l'époque, le tabernacle, c'était un simple placard qui était enchâssé dans le mur, où on mettait les hosties non utilisées, quoi. Ouais. Bénies, mais non utilisées. Et là, ça a été rapporté au centre de l'hôtel. Donc là-dessus, vous avez... Qu'est-ce que c'est d'après vous, cet oiseau-là? Ouais, je sais pas. C'est un pélican. Enfin, il n'a pas la tête. Alors, autant comme il était fort comme artiste sculpteur sur bois, là, en ornithologie, c'était pas trop le... On dirait un aigle, mais c'est un pélican. C'est la légende qui veut ça, parce que les gens croyaient que le pélican se déchirait sa chair pour nourrir ses enfants. Ouais. Un peu comme Dieu a donné... Enfin, le Christ a donné ça. C'est sacrifié pour nous, quoi. Voilà, ça, c'est ça. Ensuite, alors, vous regardez au passage les visages, il y en a plein de pareils. C'est sûr. Ouais.
très fin et ces colonnes ciselées. Oh, il n'y avait pas de machine, c'était tout fait. Ouais, Bois à c'est l'époque. clair, hein, c'est sûr, c'est sûr. Alors ça, ce motif que vous voyez au fond, là, Ouais. ça s'appelle le motif versalier. Parce que Marc Ferrer, il a disparu des contrôles à peu près à 20 ans. Il est allé faire certainement un tour de France. Et il a dû passer à Paris parce que ce motif, il était à Versailles. Ouais, ah bon. On le retrouve à Versailles, ce motif-là. Ça lui a dû plaire, il l'a ramené dans ses bagages. Ensuite, là, la statue que vous avez là, c'est Saint-Pierre. Ouais. Les clés ont foutu le camp, là aussi, ils ont disparu. Ça, c'est une image du livre de l'Apocalypse. C'est dans un livre de l'Apocalypse, il est dit qu'une femme sur un croissant de lune, avec une banderole de lumière autour, vous voyez, avec le démon à ses pieds, celle-là, c'est représenté par le serpent et la pomme. Alors après, au départ, c'est une femme, et après, ils ont dit que c'était la Vierge. Donc c'est dans le livre de l'Apocalypse, c'est décrit comme ça. Donc Marc Ferrer connaissait très bien, il était assez calé là-dessus. Ensuite, vous avez un médaillon de Jésus. Ouais. Voilà. Là, vous avez deux bonhommes, là. Alors, ces bonhommes, à gauche, vous savez qui c'est, non? Non. Bon. Alors, on va abréger, c'est Saint François d'Assise. Alors, vous allez me dire, comment ça se fait qu'un franciscain se retrouve sur un tabernacle commandé par des capucins? Mais parce que les capucins, c'est une succursale des franciscains. C'est-à-dire, c'est un sous-ordre, enfin un sous-ordre, un ordre dérivé, du moins, des franciscains. Donc, ils le reconnaissent comme leur père fondateur. Ouais, d'accord. C'est pour ça que vous avez Saint François d'Assise. Au fond, vous avez un brûle parfum. Et celui-là, il nous a donné du mal à l'identifier. À la fin, on est arrivé à l'identifier grâce aux blessures qu'il a sur la tête. Donc, vous le voyez, c'est une personne qui a... Qu'est-ce qu'il a à la main? Un livre. Oui, et l'autre côté? Et de l'autre côté, je sais pas. C'est une palme, la palme des martyrs. Tous les martyrs ont une palme à la main. Ah, d'accord, ouais. Alors, la palme, c'est un martyr. À droite, à gauche, donc à votre droite à vous, vous avez un livre, donc c'est une Eurydice, le gars. Et on est arrivé à l'identifier, c'est Saint Fidèle de Sigmaringen. Dur pour prononcer, mais c'est comme ça. Qui a vécu au XVIIe siècle, ouais, c'est ça, ouais. XVIIe siècle environ, enfin, 16e, XVIIe siècle. C'est un type, c'est un gars qui, quand il est sorti des universités, il avait la brouette et tous les diplômes, vous voyez. Ouais, Un d'accord. mec costaud, Ouais. en droit canonique, enfin. Et il était moine. C'était un capucin. Et donc, c'est le premier capucin qui a été martyr. Et ensuite, il a été béatifié et canonisé. C'est-à-dire, il est devenu un saint. Donc, comme c'est le premier martyr et premier saint de la confrérie des capucins, on le retrouve là-dessus. D'accord, ouais. Et de l'autre côté, vous avez un médaillon de la Vierge. Parce que vous savez que l'église est consacrée à Saint-Martin. Ouais, d'accord. Donc là-dedans, vous avez normalement une relique de Saint-Martin. Ah bon? Ah, d'accord. Qui a été mise là quand ils ont consacré l'église à Saint-Martin. Ouais, d'accord. C'est la pierre d'autel qu'ils appellent.